Voilà, bonsoir à tous. Donc notre sujet ce soir, tous pourris, quelle espérance? Un ton polémique, en même temps une question difficile, ouverte. Quelle espérance dans le monde que nous connaissons? Tous pourris, c'est un refrain qui est à la mode. On l'entend souvent en lien avec nos politiques, qui sont vus non seulement comme incapables de résoudre nos problèmes, mais parfois aussi parce qu'ils enfreignent eux-mêmes les principes qu'ils s'imposent. On pense notamment à ce ministre qui condamnait les fraudeurs tout en fraudant lui-même contre les impôts. C'est aussi une accusation qui va bien au-delà de la politique. Il semble que toutes les sources d'espérance soient aujourd'hui un petit peu accusées, mises en défaut dans ce monde. On pense à la science. À l'issue du XXe siècle, on se dit qu'elle est finalement peut-être pas autant capable d'apporter les progrès qu'on attendait d'elle, si tant est qu'elle ne risque pas de nous détruire. On pense aussi aux utopies, les grandes utopies du XXe siècle, le capitalisme, le communisme. Aujourd'hui, on se dit aussi qu'elles sont mises en défaut. Enfin, tous pourris, c'est une accusation contre les religions qui sont accusées de propager la haine et les conflits. Tous pourris. Jacques Attali, dans son récent livre « Devenir soi », en arrive à la conclusion « Dans un monde aujourd'hui insupportable et qui bientôt le sera bien plus encore pour beaucoup, il n'y a rien à attendre de personne, il est temps à chacun de se prendre en main. » Serait-ce donc ça la solution? Faire confiance à soi-même, remonter ses manches en se disant finalement, comme la dernière chanson des Enfoirés, que l'on a toute la vie pour se forger une espérance. Nous aurions envie d'y croire, et pourtant, ne sommes-nous pas nous-mêmes inclus dans ce tous pourri? Ne portons-nous pas en notre cœur, comme disait Camus, ce venin de la méchanceté? Alors, quelle est la solution? Avons-nous un moyen d'émancipation? Devons-nous nous tourner vers une transcendance? Ou alors faut-il simplement nous résigner en limitant autant que possible les maux de ce monde? Quelle espérance avons-nous? Pour en débattre ce soir, nous avons deux invités, deux orateurs. À ma droite, Yannick Imbert. Yannick est professeur d'apologétique, directeur de licence à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Il est diplômé d'un DEA en théologie de cette même faculté et d'un DESS en management interculturel et médiation religieuse à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il a fait un doctorat en théologie aux États-Unis, au Westminster Theological Seminary, à Philadelphie, sur la théorie de l'imagination de J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Il est président des éditions Kérigma et membre de la commission théologique du Conseil national des évangéliques de France. Il est auteur également de plusieurs livres, Croire, expliquer, vivre, une introduction à l'apologétique, et puis co-auteur de La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, entre autres. Merci pour votre présence ce soir. À ma gauche, Jean-Philippe Pierron, qui est doyen de la faculté de philosophie de Lyon 3. Il est professeur agrégé, docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie. Il est spécialisé dans la philosophie morale et l'éthique appliquée. Jean-Philippe Pierron est également directeur adjoint de l'équipe d'accueil mixte Santé, Individus et Société et membre du réseau international interuniversité HERMI, herméneutique, images et symboles. Il est titulaire de la chaire industrielle Rationalité, usage et imaginaire de l'eau à Lyon 3, et puis de l'ANR Genius, ingénierie cellulaire, amélioration et innovation technologique pour les plans d'une agriculture durable, un partenariat entre l'École normale supérieure, l'INRA et Lyon 3. Il a également écrit ou coécrit plusieurs livres, dont Paroles tenues, Où va la famille et Les puissances de l'imagination. Alors dans quelques instants, nous allons écouter M. Pierron qui présentera son point de vue sur notre sujet, Tous pourris, quelle espérance, pendant 20 minutes, et puis ensuite, ce sera M. Imbert qui lui répondra, après quoi, comme vous l'avez entendu, ils pourront échanger, et ensuite ce sera à vous de poser vos questions. Donc, M. Pierron, nous vous laissons la parole. Merci de cette invitation, et puis merci de votre écoute. Vous avez donc Tous pourris, quelle espérance. Je voudrais donc d'abord commencer par questionner cette formule, en reprenant une citation de Camus que vous avez déjà citée. Camus disant « Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde ». Et d'une certaine façon, je voudrais essayer d'abord de commencer par montrer qu'en disant « tous pourris », on croit dire quelque chose de vrai, mais finalement on nomme mal on nomme mal les choses, et ce faisant, en fait, on s'empêche de les penser et de penser ce qu'il y a à changer. Donc première observation, effectivement cette formule tous pourris qui a été prononcée, qui est souvent prononcée
comment dire, par des contestataires en fait de la démocratie représentative. Hein. Moi, je l'ai traité plutôt comme une question de philosophie politique, hein, même si on peut effectivement l'élargir comme vous l'avez fait dans votre introduction. Ceux qui utilisent cette formule, tous pourris, considèrent en fait qu'ils ne... Enfin, la question que ça pose, c'est qui sont ceux qui utilisent cette formule et qu'est-ce qu'ils font quand ils le disent. Ça invite en fait donc d'abord à une première série d'observations. C'est quel est le sens de cette formule? N'est-ce qu'une formule rhétorique? Est-ce que c'est un diagnostic? Voire plus, est-ce qu'elle a une prétention d'évaluation à la fois théorique et morale d'une situation? Je reprends ces trois éléments. D'abord, je dirais que c'est une formule. Il faut parler plus haut, plus fort, plus bas. Voilà. Donc, premier élément, je dirais, c'est d'abord une formule rhétorique, presque un coup de force verbal, qui m'a rappelé finalement le paradoxe du menteur chez les vieux Grecs de l'Antiquité, hein, cette histoire de... Hein, le paradoxe du menteur, vous connaissez peut-être cette histoire, hein, tous les Crétois sont menteurs, or je suis Crétois, donc quand je dis tous les Crétois sont menteurs, moi-même je mens, donc ce que je dis est vrai, bon, on se mord la queue. Et finalement, ceux qui disent tous sont pourris, eh bien moi aussi, je suis pourri, donc ce que je dis n'a pas de sens, donc ma proposition est elle-même insensée. Mais vous voyez, donc bref, c'est une proposition qui donne l'impression de dire quelque chose de vrai, mais est-ce vraiment le cas? Il faut peut-être le discuter en même temps, qui est le tous. D'où deuxième observation, cette proposition donne l'impression d'être un diagnostic lucide. En tout cas, elle ambitionne, cette proposition, d'être une sorte de proposition un peu méta, se situant au-dessus de la mêlée, comme si on pouvait juger d'un point de vue de Sirius les pratiques des hommes en n'étant pas soi-même un humain. Bref, un langage, comment dire, qui se prononce sur la politique, mais du dehors de la politique, comme si soi-même, en fait, on pouvait s'exclure de la communauté des hommes et la juger, bref, étrange point de vue. Mais un étrange point de vue extrêmement violent, puisqu'il s'agit quand même de dire tous pourris, hein, c'est-à-dire faire rentrer dans l'analyse du politique le langage de la pourriture, donc un langage, cette fois-ci, non pas de médecin, mais un langage d'agriculteur et de purin. Alors on sait bien que le purin, ça peut produire aussi comment dire, de l'enrichissement comment dire, des sols, mais en l'occurrence, c'est pas du tout de ça dont il est question. Il s'agit au contraire de dire tout ça, c'est à jeter aux ordures, tous des ordures, pour finalement, c'est-à-dire d'une certaine façon, il s'agit d'être, la plupart du temps, se faire les contempteurs de la démocratie. D'où une troisième idée, cette proposition, alors, devient une forme d'évaluation morale. Une forme d'évaluation morale de la pratique politique, dont on se demande précisément si elle ne fait pas fausse route. C'est-à-dire qu'en disant tous pourris, cette proposition, assez étrangement, on attend énormément, finalement, de la politique, en ambitionnant qu'elle soit morale. C'est-à-dire en confondant précisément la politique et la morale. Et de fait, on est devant une vraie question concernant la politique et concernant ces liens entre morale et politique. Cette question, finalement, on pourrait un peu sommairement la présenter de la façon suivante. Dire, la politique, ce n'est pas du tout la morale. Donc, tous les moyens sont bons et on encourage une posture qu'on pourrait appeler une posture cynique, celle de la réelle politique, comme on dit, pour laquelle, finalement, tout est bon, pour peu que ça soit efficace. Dans cette perspective, qui est une perspective finalement d'éthique de la responsabilité, pour reprendre une vieille formule de Weber, eh bien, finalement, on assume la pourriture. Oui, on est des pourris, mais de toute façon, c'est avec ça qu'il faut faire. Et on l'assume tellement, de cette façon, que toutes les pratiques sont faisables, y compris les pratiques occultes, si je puis dire. De l'autre côté, c'est-à-dire en fait détournement de fonds, etc., pour prendre des exemples qui ont déjà été évoqués. Une seconde posture, en face du cynisme, en face de cette posture cynique qui peut nous paraître abjecte, il y a une autre posture complètement idéaliste qu'on pourrait appeler une posture moraliste. Donc celle d'un moralisme, une posture de la conviction qui prend finalement le risque de ce qu'on pourrait appeler l'angélisme, pour lequel finalement la seule action politique droite serait une action qui se conforme aux idéaux moraux. C'est-à-dire finalement qui pense que
les actions des hommes, les uns à l'égard des autres, doivent se penser de la même manière que le rapport qu'on entretient à l'égard de soi comme individu. Et dans cette perspective, qu'est-ce qu'on va exalter? Eh bien, c'est précisément le contraire. La culture de la transparence totale, voire de la pureté. Le contraire de la pourriture, c'est la pureté. Mais au fond, une culture donc, de la pureté qui refuse donc la pourriture en rêvant une société et une pratique politique qui ferait que les hommes ne seraient pas, de cette façon, les hommes probablement. C'est-à-dire fait de ce bois tordu dans lequel Kant dessinait en fait un portrait de l'humanité. Ici, donc, ce que ça questionne, c'est la volonté de penser la politique sur le modèle finalement de la relation interindividuelle, même, pourrait-on dire, une volonté de penser la société et le politique sur le modèle de la communauté. On aimerait tant que les sociétés des hommes soient construites sur le même modèle que les petites communautés chaleureuses que nous pouvons vouloir former. La question, c'est est-ce qu'entre les deux, c'est-à-dire entre une approche, si vous voulez, de l'opacité dans le cynisme et une approche de la transparence dans une pureté qui peut être extrêmement dangereuse parce qu'angélique, est-ce qu'il n'y a pas une troisième possibilité, celle qui assume le difficile du politique? Et ce difficile du politique, c'est celle qui, effectivement, reconnaît que l'action politique, ce n'est pas la même chose que l'action morale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que nous sommes dans un régime, dans le cadre du politique, dans un régime de co-action. Il s'agit d'agir à plusieurs. Et le co-agir, de cette façon, qu'est-ce qui l'organise? C'est la coexistence des libertés, c'est-à-dire le conflit aussi entre ces libertés, c'est-à-dire l'art d'accorder des compromis. Et cet art d'accorder des compromis que Merleau-Ponty plaçait sous la figure de ce qu'il appelait, lui, non pas la malédiction, mais le maléfice de la vie à plusieurs. On prend des décisions et finalement, en voulant agir ensemble, finalement, les décisions qu'on prend produisent des effets qui sont parfois le contraire de ce qu'on visait. Bon. Bref, cette question du maléfice de la vie à plusieurs dit d'une certaine façon que entre l'opacité, entre l'occulté du cynique et la transparence finalement du moraliste, eh bien il y a un régime flou, opaque, d'une certaine façon, pour que je distingue de l'occulte, avec lequel il faut faire, qui est précisément la coexistence des libertés. Et le problème du politique, il est là. C'est comment orienter et prendre des décisions ensemble sur le fond de cette opacité qui nous travaille et qui dit, d'une certaine façon, que la question de l'espérance, de ce point de vue, n'est sûrement pas une affaire magique. Que l'espérance, si elle a un sens dans ce contexte, c'est, comme dirait un poète, dont j'ai oublié le nom, qui dit « l'espérance, c'est un optimisme qui a connu les larmes ». L'espérance, c'est un optimisme qui a connu les larmes. C'est-à-dire que finalement, la question de l'espérance, si elle peut avoir un sens dans le champ politique, c'est en ayant traversé toutes ces contrées, en fait, du difficile, avec lesquelles il s'agit de surmonter les conflits et les relations des libertés les unes avec les autres. Ce qui fait qu'effectivement, il y a deux façons donc, de vouloir échapper au difficile du politique. Si je vais être trop rapide, mais dans le temps qui m'est imparti, je suis obligé de l'être un tout petit peu. Il y a deux façons d'échapper. Une première façon, c'est de dire tous pourris. Et une seconde façon, je ne compare pas les deux, mais je voudrais simplement les faire entendre par résonance parce qu'ils sont intéressants. Une seconde façon d'y répondre, c'est de dire tous Charlie. Bon. Du côté du tous pourris, je vais y revenir. Ce qui est en question, c'est effectivement une critique de la démocratie et particulièrement de la démocratie représentative. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais finalement, c'est une posture finalement du tous pourris qui est bien connue dans l'histoire de la critique des idées politiques. Ça s'appelle du populisme. Or, qu'est-ce que c'est que le populisme? Si on veut en donner une définition simple, le populisme, c'est une forme particulière de démagogie. Et en quoi qu'est-ce qui la caractérise? Elle prétend prendre le parti du peuple. C'est là vient elle prend le parti du peuple contre qui? Bien, contre les étrangers ou contre les élites. Ou contre les élites. Et comment le fait-elle? Elle le fait en flattant les passions. Les passions du peuple. Alors, quelles sont ces passions? La peur, la colère,
le ressentiment, l'envie, la haine. Et c'est très intéressant, ça serait un exercice amusant à faire. Faites une typologie des partis politiques et demandez-vous quel type de passion, quel type de sentiment ils flattent. Bien, en face de ça, donc le populisme, c'est cette, c'est cette critique de la démocratie représentative au nom de sentiments qui sont des figures essentiellement du ressentiment. En face de l'autre, en face de ça, il y a une autre manière de croire qu'on peut se passer du difficile du politique, c'est ce que Régis Debray avait appelé les moments fraternité. C'est un beau mot, et on pourra revenir sur cette notion en fait, de fraternité, qui est très important dans l'histoire de nos institutions politiques et de la République française en particulier, on en reparlera. Et au fond, le Tous Charlie, ça a été un moment fraternité, qui dit que, effectivement, le politique ne peut pas se passer de célébrations festives, même si elles sont sur fond tragique, autour de passions partagées. Simplement, dans l'histoire du Tous Charlie et de ces manifestations qui y ont été liées, on a flatté d'autres passions que la haine ou que la peur. Précisément, une volonté de faire fraternité. Seulement, on voit très très bien, la fraternité qu'on veut vouloir célébrer de manière festive, même si c'est dans le silence, et sans slogan, lors de manifestations, ne fait pas encore un projet politique. Ça fonde quelque chose comme un horizon d'attente du politique. Et si nous étions effectivement dans un moment de fraternité qui pourrait être l'horizon de ce que nous vivons ensemble. Mais nous savons, il faut construire ce monde commun. Bref, se souvenir du Tous Charlie, c'est pas négliger ce moment. Je crois qu'il était très important dans l'histoire des célébrations, de ce moment français, d'une certaine façon. Même si je n'ignore pas toutes les polémiques qui sont autour en fait de Charlie Hebdo, ça fait partie aussi de la discussion. Mais bref, entre les deux, donc si vous voulez, entre Tous pourris d'un côté et Tous Charlie, eh bien, il y a la question du politique. Et c'est là que je trouve que finalement le tenir ensemble Tous pourris et l'espérance, ça peut être intéressant parce que je disais, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Ce qu'il s'agit donc d'entendre, c'est qu'est-ce qui fait l'objet de la critique autour du mot pourri, qui malgré tout a peut-être un sens, et comment on peut y apporter une solution. Et donc c'est là-dessus que je voudrais maintenant orienter mon propos. Finalement, ce qui est en jeu, je crois, autour de cette formule, c'est effectivement le constat que ce qu'on appelle la démocratie représentative est en crise. Bon, c'est un peu une banalité ou une tarte à la crème que de dire cela, mais je veux préciser un tout petit peu de quoi il est question. D'abord, effectivement, l'idée de démocratie représentative est une formule qui, pendant très longtemps, avait été considérée un peu comme oxymorique. On disait, un oxymore, vous savez, c'est dire de rajouter... Enfin, le mot est clair, à l'université, donc je ne définis pas le mot oxymore, excusez-moi. Mais je le fais quand même, parce que des fois, il peut y avoir une ambiguïté. C'est tout le problème de l'a priori du pédagogique. On présuppose un tas de choses connues, ce qui n'est pas forcément le cas. Bref, ce qu'on appelle un oxymore, c'est faire tenir ensemble des choses qui ne vont pas ensemble, qui semblent même contradictoires. Or, effectivement, parler de démocratie représentative a pu être, pendant très longtemps, conçu comme oxymorique, eu égard à ce qu'on appelait les démocraties directes. Tout simplement parce qu'effectivement, si en démocratie, chacun peut prendre la parole, en démocratie représentative, on ne prend plus la parole puisqu'il y a des représentants. Bon. Or, finalement, qu'est-ce qui se passe pour les États modernes, c'est la vieille histoire de Rousseau, à un moment donné, lorsqu'il s'agit de décider ensemble, non pas quand on est 1000, 10 000, voire 100 000, mais quand on est des millions, eh bien, on passe par des représentants. Bon. Le problème des grands États, c'est qu'ils passent par la médiation, en fait, de la représentation. Et là, on a effectivement deux problèmes avec la représentation. Quels sont ces problèmes ? Qui doivent être nos représentants ? Qu'on dira, ces représentants, tous pourris, comme s'ils étaient, nécessairement plus moraux que nous, comme s'ils devaient être plus moraux que nous-mêmes. Donc, qui sont ces représentants ? Deux solutions. Finalement, le premier modèle, c'est finalement cette idée que nos représentants devraient être
beaucoup plus compétents, des super-humains d'une certaine façon, avec une culture et une connaissance incroyables. Bref, une conception presque oligarchique, comment dire, de la démocratie. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais bref, une certaine supériorité sur les citoyens ordinaires. Et effectivement, la critique de la démocratie représentative, si on l'axe de ce point de vue, c'est une critique qui consistera à dire, effectivement, que la démocratie, alors, dérive, justement, du côté de l'oligarchie. Mais il y a une autre manière de penser la démocratie représentative, c'est ce qu'on appelle la démocratie miroir. La représentation politique pensée sur le modèle du miroir, c'est-à-dire nos représentants doivent refléter la diversité des opinions publiques. Alors la question c'est comment, quelle modalité de scrutin, bon je ne rentre pas dans le détail, c'est des questions importantes. Bref, les représentants doivent ressembler au peuple. Et finalement, la façon, comment dire, d'infléchir cette question de la ressemblance, c'est précisément de la tirer, parfois, du côté d'une caricature, qui est le risque, justement, du populisme, en disant nos représentants ne nous ressemblent pas, c'est pas nous, c'est pas la France d'en bas, comme on a pu dire, que la France d'en haut. Donc ça pose effectivement une vraie question sur ceux qui nous représentent. Alors, dire qu'il y a une crise de la démocratie représentative, c'est pas forcément être populiste. Et donc, ce que j'aimerais donc dans le temps qui me reste maintenant, c'est effectivement dire où sont les problèmes. Très rapidement, cette crise de légitimité, en fait, comment on peut la présenter? Eh bien, de cette façon, on a l'impression que parfois la souveraineté populaire est confisquée par des élus qui n'ont pas les moyens de prendre des décisions et qui sont pris dans un rythme qui est le rythme en fait des élections les unes après les autres, tel que finalement on a l'impression que c'est la réélection qui est en soi le projet, alors qu'elle est un moyen. Donc il y a un problème sur la question du rythme et des suffrages. Il y a une autre difficulté qui est, on a l'impression parfois que nos élus ont du mal à représenter nos attentes. Bref, à comprendre les attentes de ceux qui les représentent. Ce que ça questionne, c'est effectivement qui sont les élus? Où va-t-on les chercher? Quel est le vivier de ceux en fait, qui sont aujourd'hui nos représentants politiques? Comment forme-t-on nos élus aussi? Comment les forme-t-on? Cette question-là est centrale. Pourquoi nécessairement passer par Sciences Po? Ou bien par la fac de médecine, puisque au Parlement français, 20% des parlementaires sont médecins. Étrange. Bon, il faut soigner la société. Et puis aussi, quelles sont les crises de la démocratie représentative? C'est effectivement difficile de voir ce qu'est, alors, on dirait soit l'intérêt général, soit le bien commun. Difficile, en fait, de se représenter quel serait le bien commun pour nous dans un contexte, finalement, où le poids des États, finalement, est concurrencé bien par des problèmes qui sont mondiaux et en même temps par le poids aussi d'une économie mondialisée. Bref, peu de marge de manœuvre. Donc, quels sont les enjeux face à ça? Eh bien, il y a au moins trois chantiers, et je les évoque en terminant. Un premier chantier, c'est face à cette perte de confiance à l'égard de la démocratie, c'est de travailler sur le volet institutionnel, donc interroger comment enrichir notre modèle représentatif, travailler sur le volet délibératif, comment se prennent les décisions, y compris sur les questions difficiles. C'est les deux programmes de recherche dans lesquels je m'occupe à l'université posent ces questions, les biotechnologies par exemple, végétales, les OGM, qui c'est qui prend des décisions là-dessus. Et puis enfin, un troisième volet, c'est aussi un volet culturel, c'est comment forme-t-on nos représentants et comment forme-t-on les citoyens pour penser la question politique, y compris quand on voit le rôle que prennent aujourd'hui dans la dimension de la médiation, eh bien les nouveaux médias. Parce qu'effectivement, la question de la démocratie représentative, elle a aussi un sens à l'heure des nouveaux médias. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Jean-Philippe Pierron. Et puis on va laisser la parole maintenant à Yannick Imbert qui va nous donner aussi son point de vue. 5 minutes et 14 secondes. Pas si mal. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs du Forum Veritas de m'avoir invité et de nous donner donc à chacun, tous les deux, l'opportunité de parler avec vous de ce sujet qui est un petit peu particulier pour un débat d'idées. C'est vrai que je ne suis pas habitué moi-même.
tous pourris, corrompus, quelle espérance. Alors, comme les organisateurs le soulignaient, la soirée est pluridisciplinaire et je me propose d'aborder ce sujet avec vous sous un angle qui est le mien. Alors, pas du tout sous l'angle de l'anthropologie politique ou de la politique tout court, mais sous l'angle théologique, particulièrement, puisque c'est mon domaine particulier. Ce que je compte faire ce soir, dans quelques minutes qui me sont données, c'est tout simplement d'essayer de souligner ensemble quelles sont un petit peu les conditions nécessaires à l'indignation qui est la nôtre, qu'elle soit réelle ou pas, donc ressentie, quand on pousse ce cri, tous pourris, quelle que soit la personne ou l'action, quelles sont les conditions qui devraient rendre ce cri d'indignation possible. Souligner aussi les raisons pour lesquelles il est à mon sens impossible de penser à ces conditions-là, sans penser à un fondement religieux et en particulier chrétien. Donc dans un premier temps, juste souligner ces deux points-là, et enfin terminer par une petite, mais nous l'espérons, forte parole d'espérance. Alors, tous pourris, c'est quand même le cri de jugement qui revient dès que quelque chose d'injuste ou que nous pensons injuste, donc j'appuierai beaucoup ce ressenti, ce pensons injuste, nous arrive. Alors, ça arrive souvent au moment des impôts, qui vont arriver bientôt d'ailleurs. Je ne sais pas si c'était fait exprès de mettre ça en mois de mars. Aussi le cas quand les élections arrivent. Pourquoi voter Justement, on en parlait tout à l'heure. De toute façon, c'est tous des pourris. Donc ça ne sert à rien. Et en plus, tout le monde sait que c'est tous des pourris. Il n'y a même pas de question à se poser. Mais c'est aussi le patron, notre supérieur au boulot, qui d'ailleurs a préféré mon collègue pour des raisons plus ou moins douteuses. Et puis c'est normal, puisque de toute façon, c'est un pourri. Et d'ailleurs, mon collègue, lui aussi, a eu sa promotion probablement pour des raisons dont on pourrait douter l'éthique. Alors si vous posez la même question à Google, le dire d'Internet, il vous répondra à peu près pareil. Comme quoi, on est tous d'accord. Quelques réponses qui vous sont proposées. Politique, tous pourris, classique. Collègues de travail, tous pourris, là aussi, classique. Et le plus général, ils sont tous pourris. Il y en a aussi, peut-être sur lequel on reviendra plus tard, le premier, quand je faisais ma petite recherche, un pour tous, tous pourris. Ce qui peut être symptomatique pour le thème de ce soir, justement. Alors, ces résultats résument à peu près le sentiment général. Donc, encore une fois, là, on parle bien de ressenti, non pas d'un fait prouvé. Je ne connais pas tous les hommes politiques, mais ce ressenti est bien celui-là. Parfois, un sentiment de profonde indignation envers quelque chose qu'on considère comme injuste. Et encore une fois, à tort ou à raison, mais on le considère, nous, comme injuste. Rien à attendre du monde, ni les politiques, ni mon patron, et franchement, même pas les religions ou Dieu, parce que si Dieu était vraiment Dieu, il ne laisserait pas faire. Donc peut-être que lui aussi est un pourri. Pas de présomption d'innocence. Tout le monde est pourri, corrompu, sauf moi. Alors il me semble que notre indignation est le reflet d'un manque de confiance évident. Ça, plusieurs sondages nous le disent. Les Français n'auraient confiance de ce qu'ils disent, ni en les partis politiques, ni en les médias ou les députés, ni même le Sénat, l'Assemblée nationale, l'Union européenne, les syndicats, les banques, les conseillers régionaux ou départementaux, les grandes entreprises ou même la justice. Du coup, là, le tous, je pense qu'à part les profs de fac, c'est à peu près tout le monde. Et encore. Et encore, oui. Je n'oserais demander à mes étudiants. Là encore, donc, les questions de ce que nos contemporains pensent. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'indice de corruption perçu, encore une fois, de la France se situerait au rang européen au niveau du 15e rang. Donc on serait peut-être pas trop mal pour soigner un petit peu l'image de notre France. Alors cette défiance, impression de corruption, cette indignation, que quelque chose va vraiment de travers, que quelque chose va mal, ne touche pas que ceux qui sont en situation de pouvoir finalement. Je l'ai dit tout à l'heure, le premier résultat qui sort quand vous demandez à Google qui est pourri, c'est le 1 pour tous, tous pourris. Et d'ailleurs, récent sondage, quand on demandait à la plupart de nos contemporains s'il était prudent de faire confiance aux autres, eh bien,
en fin de compte, la réponse était, à mon sens, assez dramatique. Pouvons-nous faire confiance à la plupart des gens? Réponse à 21% oui, et donc à 79% non. On ne peut pas faire confiance à la plupart des gens. Clairement, la plupart des gens ont quelque chose qui ne va pas, et on ne va pas se lancer comme ça dans la confiance à autrui. Alors ce chiffre est quand même relativement démobilisant quand même. Hein. On ne peut faire confiance à personne. Le sujet d'ailleurs est sérieux, hein, ce manque de confiance. L'Institut Montaigne, que vous connaissez peut-être de nom, hein, ce laboratoire d'idées, en avait fait d'ailleurs le sujet dans son dernier collectif en 2014, au titre, si ce n'est politique, au moins direct, et la confiance bordel. Ici, on est un petit peu dans l'obligation de conclure que l'impression de corruption est une impression de grande injustice, et que l'indignation qu'on pousse est une indignation contre l'injustice. Les grands de ce monde, quels qu'ils soient, plient la justice, la loi, à leurs envies, à leurs besoins, et on ne peut définitivement pas leur faire confiance. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin quand même, parce que finalement, jusque-là, le tableau est assez noir. Hein. Les autres seraient des pourris, et il n'y aurait aucune espérance à avoir. Alors, je ne connais pas tous vos collègues de travail, ni même tous les hommes et femmes politiques, mais imaginez même simplement pour la présentation que c'est vrai, que réellement, ils sont tous pourris. À ce stade, un problème se pose quand même. On a souligné, je crois, un petit peu tout à l'heure, un problème d'ordre éthique ou moral, pour que vous et moi puissions même dénoncer cette injustice lorsqu'elle se présente, même s'il n'est que ressenti, pour pousser même ce cri d'indignation, n'y a-t-il pas, par nécessité, quelque chose de plus fondamental qui permette de juger l'action qui est commise contre nous, l'action d'un politicien ou l'action de telle ou telle grande entreprise, qui délocalise à tort, par exemple. Cela ne demanderait-il pas un fondement, une certaine norme qui devrait nous permettre de mesurer l'action ou mesurer la corruption de telle ou telle personne, morale ou non. Finalement, si l'autre est pourri, qu'il fait preuve d'injustice, si je suis indigné, nécessairement, il me faut un critère qui me permette de faire cela. Ce qui serait assez évident, c'est en partie de dire que ce sentiment d'indignation, de corruption, donc cette observation de corruption ressentie, se fait par rapport à une loi humaine. On l'a souligné tout à l'heure. C'est elle, finalement, cette loi humaine, qui nous dit, alors, je suis d'accord, non pas ce qui est moral, mais ce qui est légal. Et ce qui est illégal peut être en partie corruption. C'est un petit peu comme ça qu'on juge la corruption ou non. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de lutter contre la corruption que de voir ce qui est légal ou non. D'ailleurs, la loi, le droit humain prononce des jugements parfois sévères contre la corruption. Cependant, dans un monde parfait, cependant, le monde n'est pas parfait. Là aussi, on l'a souligné tout à l'heure. Et la loi humaine elle-même est loin d'être parfaite, même si elle fait, ma foi, de son mieux. Et là, je rejoins mon interlocuteur ce soir en disant que finalement, notre tous pourri, parfois, va un peu vite dans ce jugement-là. La loi humaine est toujours une approximation, une interprétation. Et parfois, de toute évidence, elle se trompe fatalement. Mais parfois elle se contredit même toute position éthique. Mais alors, de quoi cette loi humaine est-elle interprétation? C'est, à mon sens, l'une des questions principales qu'il faudrait poser. En tout cas, c'est la question principale que je souhaite poser ce soir. On pourrait toujours dire que la loi humaine, finalement, évolue toujours vers un mieux, ce qui, à mon sens, serait un petit peu naïf quand même. La loi et le droit humain essaient de faire de leur mieux. Quant à penser que le droit humain évoluera toujours vers un mieux, je me permets personnellement d'en douter. Il est donc, à mon sens, important de se poser la question de savoir ce qui nous permet de pousser les cris d'indignation, y compris, et peut-être même surtout, lorsque la loi humaine se trompe. Encore une fois, ça peut leur arriver. Ça ne veut pas dire qu'elle est toujours corrompue, ça veut simplement dire qu'elle n'est pas parfaite et qu'il lui arrive de se tromper. Et je dirais, pour commencer ici, que finalement, je ne peux pousser ce cri d'indignation que s'il y a un sentiment d'indignation ou éthique profondément ancré en nous. Et ce sera ici donc mon deuxième point. Hein. On
peut dire que donc, la loi humaine est en partie juste, qu'elle recherche le bien, la justice, qu'elle est cependant incomplète, et que, étant incomplète, elle doit se mesurer, ou elle doit se fonder sur quelque chose qui lui est plus fondamental. Alors je dirais presque plus transcendant, mais peut-être laissons ça pour les minutes qui viennent. Dans le cas contraire, si la loi humaine n'était que ce que nous avons, s'il n'y avait rien d'autre, cela ne conduirait-il pas à voir en la loi ou le droit humain quelque chose d'absolu et peut-être alors une absence de possibilité d'indignation. À mon sens donc, il est important de maintenir que la loi humaine a un fondement qui est autre qu'elle-même. Elle n'est pas simplement autoréférentielle, la loi humaine. Plusieurs options seraient à notre disposition. On ne va pas toutes les faire et les passer en revue ce soir. Quelques choix. On pourrait dire que la loi humaine est fondée sur un consensus qui s'est développé au fur et à mesure de l'histoire. Et là, effectivement, le droit humain est un droit qui se travaille dans l'histoire. Hein. C'est à n'en pas douter. Question cependant, est-ce que cette évolution naturelle du droit se suffit? À mon sens, il ne se suffit pas. La simple considération du développement socio-historique du droit ne pose que la question de la légalité, encore une fois, et pas la question de l'éthique ou de la morale. La seule chose que nous pourrions dire par rapport à la corruption ou ce sentiment d'injustice, c'est qu'il est illégal, mais pas plus. Ce qui pose peut-être la question de l'objectivité du droit humain dans ce cas. La loi humaine pourrait être aussi seul fruit de l'adaptation de notre morale, et donc on baserait la loi humaine sur une morale humaine qui s'adapte aux conditions de notre environnement. Là aussi, je vois mal comment nous pourrions avoir la moindre espérance que la justice humaine puisse être réellement juste si elle est constamment elle-même en réponse à une évolution morale. Là aussi, je pense, problème d'espérance en la justice et le droit humain. Il faut au moins espérer que ce droit puisse faire preuve de justice. Troisième proposition, celle que je vous soumets ce soir, c'est que ce droit humain est une interprétation d'une loi, d'un droit ou d'un sens de justice beaucoup plus profond, ce qu'on pourrait ou ce qui a été appelé loi morale ou droit moral. Question suivante, vous vous en doutez d'ailleurs, c'est celui de savoir, ou celle plutôt, de savoir qu'est-ce qui est le fondement de cette loi ou de ce droit moral. Alors là aussi, on pourrait reprendre les mêmes options que tout à l'heure hein, pour la loi humaine. Le droit moral pourrait être simplement notre réponse à notre environnement. Le droit moral, qui est donc plus fondamental, qui est souvent ressenti et non exprimé, pourrait être simplement l'instinct, l'intuition humaine, simplement le résultat d'un consensus travaillé ensemble, d'un pacte social. Pour maintenir cependant l'objectivité de ce droit moral, il me semble cependant nécessaire, donc pas possible, hein, mais à mon sens réellement nécessaire, de maintenir que ce droit, cette loi morale, cette éthique fondamentale presque, puisse trouver sa source dans un Dieu personnel. Pourquoi? J'y viendrai encore une fois un petit peu tout à l'heure. Je vais quand même mentionner tout de suite maintenant qu'à mon sens, en l'absence d'un Dieu personnel, il me semblerait difficile de maintenir cette objectivité de la loi morale qui elle-même est condition de notre indignation. Donc c'est pour ça que, pour moi, cette existence d'un Dieu personnel à la source de ce droit moral est vraiment une nécessité, pas simplement une option. Alors peut-être que là, justement, il y aura dialogue avec vous-même. Alors, comme je le disais, ce droit moral est à mon sens nécessaire et demande l'existence donc d'un Dieu personnel. Pourquoi? Quelques raisons suivantes. Hein. Premièrement, Dieu personnel parce que lui-même donc donne ou prononce des affirmations éthiques. Alors, je sais que moral est un terme très chargé, donc remplacez-le par éthique si le terme moral choque, qui fondent même la possibilité de s'indigner. Mais non seulement cela, mais ce Dieu personnel justement est lui-même intéressé par la relation qu'il établit avec nous et donc a une relationnalité dans ce droit. Ce qui veut dire aussi par conséquence qu'il y a une certaine redevabilité de notre part
par rapport à ce législateur, si vous lui donnez ce nom-là. S'il n'y avait pas de redevabilité, il n'y aurait pas de justice, ou en tout cas la justice perdrait une partie de son sens. Peut-être pas tout son sens, mais une partie de son sens. De plus, ce Dieu personnel, ce doit être absolu ou infini, hein, qui n'est pas restreint ni par l'espace ni par le temps, pour que justement le droit moral puisse être universel, et donc hors du temps. Il doit être juste et bon pour avoir la moindre espérance de justice en ce monde, et il doit être personnel, peut-être que je soumets qu'un droit ou une loi morale ne peut qu'être l'expression d'une volonté, et donc d'une personnalité. Ceci fonde, à mon sens, la possibilité donc, du droit humain, et donc l'espérance à la fois d'une justice et donc de la possibilité de s'indigner lorsqu'il y a une injustice qui est commise. Encore une fois, ressentie ou non, mais la possibilité même de s'indigner est fondée sur ce droit moral dont ce Dieu humain, ce Dieu personnel est lui-même à l'origine. Alors jusque-là, vous pouvez vous dire peut-être que tout va bien, et que oui, il y a possibilité de justice dans la loi humaine, puisque celle-ci est fondée sur un droit moral qui lui-même est fondé sur l'existence d'un Dieu personnel, juste et bon. Et alors, pourquoi est-ce que la loi humaine, finalement, est toujours floue ou ambiguë? Est-ce qu'elle ne devrait pas être parfaite, cette loi humaine? Là, la réponse biblique ou de la théologie chrétienne pourrait se résumer en disant que nous-mêmes ne pouvons pas nous mesurer à la loi morale d'un Dieu infini, et donc infiniment, parfaitement juste et bon. Voilà peut-être la partie la plus difficile du débat ce soir. Nous avons tous une certaine corruption, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui va de travers. Et l'action humaine ne se gérera jamais parfaite. C'est pour cela que chercher, même dans la justice, une justice parfaite, sera nécessairement un échec. Il ne peut pas y avoir de perfection en termes de droit humain. Alors quel espoir? Et là, je soulignerai 2 ou 3 conclusions, et je m'arrêterai dessus. Notez d'ailleurs que la formulation du débat de ce soir est très intéressante. Le titre proposé n'est pas « Sommes-nous tous pourris ?» sous la forme d'une interrogation, ni même un « tous pourris » sous la forme d'affirmation un petit peu provocatrice, mais plutôt « tous pourris, quel espoir ?» Et il semblerait y avoir déjà les 2 réponses, en fait, dans le titre du débat, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Tous pourris, oui. Quel espoir, oui. Alors tant mieux, ça me convient tout à fait. Je pense bien qu'il y a un réel espoir et que nous avons tous, qu'il y a tous toujours un problème. Personne de nous n'est parfait. En tout cas, personnellement, je le prends pour moi. Quels espoirs? Alors, 2 ou 3 points particuliers. Je l'ai dit, tout d'abord, la présence, l'existence d'un Dieu à l'origine de cette loi morale que nous ressentons et qui nous fait juger cette indignation. Deuxièmement, et là-dessus peut-être un peu plus d'accent, l'importance de la personne de Christ, alors centrale en théologie chrétienne, dans la Bible. Pourquoi? Théologie chrétienne qui maintient que Christ est à la fois Dieu, donc origine de loi morale, être humain, ce qui veut dire que cette loi morale, lui-même étant être humain, l'a ressentie et donc l'a suivie. Et aussi, et je termine là-dessus, point important de cette résurrection de Christ, point central d'une affirmation chrétienne, qui garantit que notre indignation, si elle n'est pas entendue par la loi humaine, ne restera pas en vain, puisque la résurrection de Christ nous dirige droit vers une justice finale, cette fameuse résurrection finale. Alors je sais que les termes de jugement final est connoté d'images terrifiantes, mais cette justice finale dans laquelle toute chose sera rétablie, restaurée et toute justice rendue. Résurrection de Christ, donc, qui fonde en grande partie cette espérance de justice finale. Et donc les cris d'indignation que nous posons ne restent et ne resteront pas sans voix, qu'ils soient de vrais cris d'injustice ou qu'ils soient simplement des ressentis.
Et c'est cela, à mon sens, ce qui fonde cette espérance contre la corruption ou la pourriture ressentie ou réelle. Merci. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à un temps d'échange, de discussion entre les orateurs, où nous aurons à chaque fois le même temps de parole qui sera respecté. Donc, ce qui veut dire, selon la quantité d'arguments qu'ils développeront, eh bien, ils auront plus ou moins de temps pour la suite du débat. Alors, par rapport à ce que nous venons d'entendre, peut-être par rapport à ce que Yannick Imbert vient de dire, est-ce que vous auriez déjà une première réflexion ou question à lui apporter ? Oui, alors, ce qui est sûr, c'est que je pense que la question du sentiment d'indignation, qu'on définit parfois comme une forme d'exclamation morale, elle interroge effectivement sur quoi elle se fonde du point de vue anthropologique. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on ne va pas trop vite en allant chercher du côté de la transcendance religieuse, comment dire, une réponse à cette question. Je prends simplement deux autres réponses. Un de ceux qui prononcent le plus souvent tous pourris, en fait, dans le débat politique français, comment dire, ça a été très longtemps Jean-Marie Le Pen et avec lui les membres du Front National, et qui trouvait un autre principe que la transcendance pour juger. Hein. Ce principe, c'était la nation. Et la pureté de ceux qui sont de cette nation et de ce sol. Donc, que leur répondre ? Et puis, il y a un autre discours qui est celui de notre tradition républicaine, hein, et qui est celui, en fait, d'une forme de discours, finalement, d'une sorte de sacré républicain, hein, dont on sait bien, en fait, qu'il est fragile, mais qui est la question, en fait, des droits de l'homme. Hein. En vous écoutant, au fond, le cri d'indignation, c'est celui d'Antigone, hein, face à Créon, hein, d'une certaine façon. Et nous sommes tous Antigone, si j'ose dire. Voilà. Donc c'est... Voilà, comment vous... Donc voilà, je me disais qu'il y a quand même ces deux solutions. Enfin, ces deux solutions, est-ce qu'on les escamote pas trop vite en allant tout de suite du côté de la transcendance religieuse ? Alors c'est vrai que la transcendance ou le sacré est la réponse facile à toutes les questions humaines. C'est précisément en fait aussi ce qui a peut-être toujours été l'un des problèmes de l'humanité, c'est de chercher un sacré. De chercher un sacré qu'on se construit soi-même. Et alors je prends comme interprétation assez radicale de la Bible, par exemple, que tout le sacré humain conduit souvent à plus de problèmes qu'autre chose. Sacraliser la nation, dans les discours, par exemple, vous preniez l'exemple le pénis, hein, est plus un problème qu'autre chose. Je crois que là-dessus, on sera quasiment tous d'accord. De même que le sacré républicain. La République a-t-elle besoin de se sacraliser ? Je sais que c'est toujours un débat récurrent ces dernières décennies. Problème du sacré. Alors ça pourrait être étonné que je sois finalement d'accord sur ce problème de sacralisation, mais parce qu'à mon sens, justement, la sacralisation est un phénomène purement humain qui a tendance à chercher dans le monde que nous connaissons ou que nous pouvons analyser ou saisir, monde politique, monde naturel, et d'en faire une transcendance. Alors j'établis peut-être une distinction avec la transcendance qui n'est pas sacrée, puisqu'elle n'est pas à notre portée, Dieu lui-même. Alors, un Dieu, dans une compréhension théologique chrétienne qui est la mienne, grande différence avec, par exemple, la nation, qui pourrait être érigée en sacré, qui, à mon sens, est celle-ci, et j'ai mis l'accent dessus tout à l'heure, la notion de personnalité de cette transcendance. La nation, le sacré républicain, n'a pas de personnalité en soi. On peut avoir l'impression qu'il y a une personnalité, une âme dans la nation française, ce dont je doute personnellement. En tout cas, l'explication demanderait à être un peu plus poussée, notamment par nos chers lepénistes, lorsque les élections arrivent et qu'on nous représente l'âme française comme étant ce qui a besoin d'être défendu. Donc oui, peut-être que nous allons un peu vite sur le principe de transcendance, et en même temps, il me semble bien que sans ce principe de transcendance personnelle, si je peux le dire ainsi,
il semblerait difficile de fonder toute objectivité, encore une fois, de loi morale, et donc d'objectivité de la justice humaine. On espère tous que cette justice humaine soit le plus objective possible. Merci. Est-ce que vous aviez une question par rapport à ce que nous disait tout à l'heure Jean-Philippe Piron? Alors, question, pas nécessairement. Je rejoins en grande partie l'équilibre à trouver entre ces deux tendances, soit moralistes, soit cyniques par rapport à la politique. Quant à la troisième voie, effectivement, peut-être que là, le théologien se demanderait si finalement cette troisième voie, ce constat du flou ou de cette ambiguïté quasiment inhérente au droit ou à la politique est un état de nature qui ne peut pas être dépassé, ou s'il y a une espérance au-delà à avoir. Un petit peu ce dont je parlais, c'est peut-être là le point principal sur lequel j'aurais pu revenir. Finalement, cette troisième voie, ce constat, observation, que je rejoins en partie, est un état de fait ou y a-t-il une espérance qui aille au-delà? Oui, c'est une question en fait qui est bien évidemment énorme, hein, et qui est une question, je pense, d'anthropologie politique. Hein. C'est quelle conception se fait-on de ce qu'est l'humain, hein, et d'où l'attire-t-on, hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour moi, je crois qu'en fait une lecture, enfin, je pense que le droit, puisque vous avez fait beaucoup de références à la fois au droit et aux politiques, je crois que le droit et les politiques nous donnent des grandes leçons en fait d'anthropologie. C'est-à-dire qu'elles ne nous invitent pas à rêver les hommes, hein, mais à les prendre, ou les humains, je veux dire, mais à les prendre tels qu'ils sont. Et de fait, ce que l'action à la fois politique et sociale révèle, c'est que l'humain, effectivement, a cette figure en fait de l'ambiguïté, hein, et de l'équivocité. Alors qui est faillible, si on veut, hein, alors on peut être paulinien, hein, au sens des Corinthiens, je ne fais pas le bien que je voudrais, etc. Hein, et pourquoi pas, hein, mais en fait ce que ça questionne, c'est effectivement comment nos institutions, enfin c'est ce paradoxe, comment nos institutions politiques ne sont pas à la hauteur au fond de nos attentes. Hein. Et c'est-à-dire qu'en fait ce qui est assez étrange, c'est que finalement l'activité politique, elle est à la fois révélatrice en fait d'attentes humaines exaltantes, parfois exaltées, hein, mais en tout cas exaltantes, mais elles se traduisent effectivement dans un travail en fait du politique qui nous rappelle que le lien politique et les fraternités humaines sont les fraternités difficiles. Hein. Et donc de ce point de vue, effectivement, moi je crois que ce qui est en jeu, c'est que il y a quelque chose comme une forme d'anthropologie en fait en politique qui repose sur une anthropologie, enfin moi je suis très ricoeurien de ce point de vue, qui est une anthropologie de l'homme faillible, hein. Pas de l'homme coupable, mais en tout cas au moins de l'homme faillible, hein. C'est-à-dire de vivre l'écart de cette façon entre ce que nous... Alors, dans le langage, comment dire, sécularisé, ce serait le langage des utopies, hein, ce que nous espérons, nous le formulons dans le langage en fait de l'utopie politique, mais nous le traduisons en fait dans des institutions qui ne sont pas toujours à la hauteur de ces utopies. Moi j'avais une question, hein, ce qui m'a frappé, c'est la fin de l'exposé, parce que finalement vous utilisiez le terme d'espoir comme synonyme de celui d'espérance, alors que finalement quand c'est pas simplement du pinaillage de vocabulaire, hein, mais finalement dans l'histoire justement de la réflexion politique, l'espoir est un concept éminemment sécularisé, notamment porté par les religions séculières. Là où le concept d'espérance, c'est un concept beaucoup plus marqué par les traditions religieuses. Donc ça m'a surpris de cette façon que vous finissiez en parlant d'espoir plutôt que d'espérance. Donc est-ce que est-ce que vous considérez que cette question est un pinaillage, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une distinction qui doit être tenue? Non, il y a une réelle distinction qui doit être tenue entre espoir et espérance. D'ailleurs, certains de mes anciens collègues, donc théologiens, disaient qu'il ne peut pas y avoir de vraie théologie chrétienne s'il n'y a pas de théologie du désespoir. Finalement, l'espérance donc que nous avons en Dieu, au Christ donc, que j'ai mentionné, ne peut être que si nous désespérons, manque d'espoir en ce que l'être humain peut accomplir.
Donc effectivement, ma langue a fourché à plusieurs reprises, et effectivement, il est nécessaire de parler d'espérance. Donc sur ceci, nous nous rejoignons bien sûr. Il y a un théologien lyonnais, catholique, qui s'appelait Pierre Gane, hein, qui définissait l'espérance de la façon suivante. Il disait l'espérance, c'est un désespoir surmonté, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire. Hein. C'est ça. Est-ce qu'il y avait une autre question de votre côté? Non, pas de question, de réaction. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce que mon interlocuteur disait tout à l'heure sur le droit notamment, hein, et cette anthropologie de la faillibilité de l'homme. Alors bien sûr, je rajouterai la faillibilité qui est à la fois double, hein, qui est naturelle, qui est inhérente à l'homme puisque l'homme est homme, distinction entre l'homme et Dieu. Hein. L'homme ne sera jamais infaillible comme Dieu peut l'être. Et en même temps, faillibilité de l'être humain qui a cette part de corruption, de manque en lui. Quant à la relation entre cette anthropologie de la faillibilité et le droit ou la politique, à mon sens, on trouve un exemple très flagrant dans l'Ancien Testament, au moment où, alors pour résumer tout petit peu, au cas où vous ne connaissiez pas l'histoire quand même, où le peuple d'Israël, qui n'avait pas de roi à l'époque, choisit ou demande à Samuel, qui faisait figure de grande figure à ce moment-là, lui demande un roi pour le remplacer. Et là, nous voyons que Dieu, peut-être lui-même, lorsqu'on lit le texte, a une attitude assez ambiguë, puisque à la fois Dieu refuse ou sous-entend que le peuple n'avait pas besoin de roi, puisque Dieu lui-même est le roi, et en même temps accepte que le peuple reçoive un roi, donc le fameux Saül, et en même temps, Dieu qui choisit, donc dans le texte biblique, Dieu qui choisit ce roi, on ne peut pas là accuser le roi d'avoir pris le pouvoir lui-même. Finalement, le texte rapporte aussi, voilà quelles sont les actions du politique. Il y aura, classique, hein, les taxes, le service militaire, etc. etc. Ce qui n'est pas en soi un manque de droit, c'est simplement un état de fait dans le texte biblique. Comme s'il y avait, justement, à cause de la faillibilité humaine, quelque chose inhérent à la politique qui la rend elle-même profondément faillible. Peut-être que justement, alors là, le christianisme ou certaines positions chrétiennes ont oublié cette faillibilité du politique et donc ont essayé d'avoir des perfectibilités politiques qui ont été tout à fait désastreuses à cette période de l'histoire, d'ailleurs. Une réaction? Non, cet exemple est assez intéressant. Moi, ce que je me disais en vous écoutant, ce qui m'avait frappé, c'est la porte d'entrée que vous avez choisie en fait pour traiter la question. C'est que tous pourris qu'espérance, partir de la question de l'indignation. Et je me disais, est-ce que cette formule tous pourris, c'est une indignation? Est-ce que c'est toujours une indignation? Enfin voilà, c'est un peu le. Est-ce que c'est la question que je me posais, parce que effectivement on peut l'interpréter comme ça. C'est que finalement en étant bienveillant, hein, il y a une forme de bienveillance en fait presque herméneutique en l'occurrence à l'égard en fait de cette proposition, alors que de cette façon, elle est presque charitable finalement cette interprétation, si j'ose dire, alors que on voit, il y a aussi que effectivement certes c'est une forme d'exclamation, mais c'est aussi comment dire, une formule extrêmement véhémente et profondément antidémocratique, très violente aussi, c'est-à-dire que vous avez choisi de l'interpréter comme étant finalement quelque chose qui creuse en nous comment bien nous sommes travaillés par des forces morales en fait qui sont des puissances de surrection, de cette façon, d'insurrection. Hein, et je trouve que c'est intéressant, effectivement, qu'avant toute attestation de ce qui devrait être, il y a souvent des protestations à l'égard de ce qui ne devrait pas être. Ça, je suis tout à fait d'accord à l'égard de ça. Mais moi, j'aurais une interprétation, si vous voulez, du moins sur ce discours lancinant, sur le tous pourri, du moins dans la société française d'aujourd'hui, qui serait un petit peu plus inquiète de cette façon, parce qu'elle me semble très souvent, justement, une posture qui n'est pas tout à fait celle que vous signaliez. Voilà, c'est Alors effectivement, je l'ai pris sous l'angle positif. Je pense qu'il me reste quelques minutes. Je me tourne vers le modérateur. Oui, encore 3 minutes. Ouais. Parfait. Notamment parce que,
Alors l'exercice particulier qui est le mien en tant que professeur d'apologétique, c'est toujours de me mettre dans les chaussures des autres et donc d'avoir un regard bienveillant, en particulier du point de vue de celui qui ne partage pas ma propre opinion. Alors j'ai bien parlé de ressenti. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu que tous les cris d'indignation posés ou verbalisés soient des cris de réelle injustice. Absolument pas. Je peux croire cependant que la plupart de ces cris-là exprimés, tous pourris, sont exprimés parce que la personne qui les prononce, alors le plus souvent peut-être, le ressent réellement. Encore une fois, il y a là aussi une distinction entre ce qui est ressenti, une injustice qui m'est faite, mais qui n'est peut-être pas une injustice réelle, ni au niveau légal, ni au niveau moral d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir ni injustice morale, ni légale, et pourtant j'ai un sentiment d'injustice. Donc ça modère peut-être le ton positif. Et en même temps, ce tous pourri, s'il est affirmé de manière absolue, finalement nous met en cause. Je crois que vous le sous-entendiez aussi tout à l'heure, et c'est peut-être là où je voulais en venir, c'est que si nous admettons ce tous pourri, il se tourne vers moi-même. Et donc on remet en cause toute notion de perfectibilité humaine. Bien sûr. C'est vrai que ce qui est... Mais de l'autre côté, si on fait effectivement une lecture moins bienveillante, des propositions de ce type, tous pourris, sont des propositions qui font des ravages considérables dans la manière en fait, de penser l'action sociale et politique. Alors, non pas qu'il faille, comment dire, être naïf, ni à l'égard de nous-mêmes, ni à l'égard des autres, mais effectivement, ce type de propositions qui paraissent, je le disais tout à l'heure, apparemment en fait des propositions diagnostiques, mais qui sont le plus souvent en fait simplement des torpilles, en fait pour servir d'autres intérêts, elles doivent à mon avis aussi être dénoncées au nom de la lucidité au moins, quoi. Alors dans le temps qui reste, le temps est en faveur de Jean-Philippe Féron. Je me tourne vers vous. Vous avez beaucoup parlé des attentes dans votre exposé, les attentes qui étaient souvent déçues par les politiques. Par rapport à l'espérance, est-ce que ça veut dire finalement que nous nous trompons d'attente et que pour l'espérance, il faudrait chercher tout au moins autrement du fait politique, voire ailleurs? Est-ce qu'il faut chercher en soi, un petit peu comme le dit en ce moment Jacques Attali ou d'autres? Ou quelle est finalement la solution pour retrouver l'espérance? Il y a une réponse, comment dire, une réponse facile et une réponse un peu plus développée. Si on compare en fait, comment dire, la situation, sans doute qu'il ne faut pas faire, mais à la manière de ce qui se passait à l'époque de l'Antiquité, de l'effondrement de l'Empire d'Alexandre, donc les citoyens grecs puis romains croyaient éminemment en fait, à la politique, et voyant l'Empire s'effondrer, le citoyen ne se définissant plus par rapport à la cité, la seule chose qui reste à faire, c'est défendre sa cité intérieure. Et donc, on voit très bien que souvent, une façon de répondre au désenchantement à l'égard du politique, c'est finalement de répondre par la posture de sagesse personnelle, des exercices de soi, s'améliorer soi-même, c'est la posture stoïcienne, ou la posture épicurienne, c'est-à-dire vivre dans des jardins, c'est-à-dire choisissons-nous des bons amis, dans des petites communautés, fuyons la politique et vivons en communauté fermée. Bon. Il y a une autre réponse, c'est ce que j'ai esquissé un tout petit peu à la fin de mon exposé, c'est-à-dire qu'il y a, je crois, en fait, un tas de choses qui sont intéressantes à penser dans le champ politique aujourd'hui. C'est pour ça que je disais qu'il y avait 3 volets qui mériteraient d'être creusés. D'abord, avant de revenir peut-être sur ces 3 volets, si j'ai un tout petit peu le temps, j'aurai le temps de le faire apparemment, c'est d'observer comment la pratique en fait, politique aujourd'hui, effectivement, est extrêmement inventive, créative, même si elle n'est pas complètement institutionnalisée. Tous les collectifs qui existent aujourd'hui, il y a une multiplicité en fait, de pratiques politiques qui refusent l'institution, mais qui néanmoins s'organisent. Mais hors en fait, des formes traditionnelles, et notamment des formes partisanes traditionnelles. Donc ce qu'on appelle justement les collectifs. Ce n'est pas de l'association, ce n'est pas du parti. Mais c'est très intéressant parce que c'est très créatif, mais ça ne trouve pas encore sa traduction politique, à l'échelle en tous les cas nationale. Bon. Et ensuite, donc, sur les 3 volets que j'évoquais, sur le plan institutionnel, on voit aujourd'hui en fait, qu'il y a à la fois une crise du lien généralisée à l'égard des autres, mais à l'égard des non-humains aussi. Qu'est-ce qu'on invente du point de vue, institutionnel, de ce point de vue-là?
eh bien, il y a un tas de choses, notamment, je pense aux travaux sur les liens entre démocratie et écologie, hein, sur comment rénover nos institutions en prenant le souci, précisément, des non-humains et des milieux. Il y a quelque chose à faire, probablement, en fait, sur je pense aux travaux de Dominique Bourg, par exemple, sur la démocratie écologique, qui mériterait d'être creusés. Bon, je n'ai pas le temps dans les 2 secondes, mais je l'évoque. Sur la question, comment dire, du volet délibératif, on est dans une culture éminemment marquée, en fait, par l'expertocratie. On a besoin d'experts, mais comment inventer des procédures de décision où les experts sont les experts qui viennent éclairer tout le monde, c'est-à-dire les politiques et les citoyens, et non pas ceux qui se substituent à la décision des citoyens. Et là, il s'agit d'inventer, donc c'est la question de la démocratie, alors on dit participative, des forums hybrides, enfin, il y a un tas de formes politiques. Bref, il y a de l'invention à avoir de ce côté-là. Et puis du côté, je m'arrête là-dessus, sur le volet culturel, il y a, je crois, en fait, du point de vue de la formation politique, des choses extrêmement importantes à faire du côté de la formation des politiques, en se demandant comment on les recrute, nos personnels politiques. Pourquoi ils ont tous le même cursus, hein. Autrefois, l'ENA, enfin je m'arrête, hein, mais, parce que je dépasse le temps, mais il y avait une 3e voie au concours de l'ENA, hein, qui était ouverte au personnel de la société civile. Donc des gens qui avaient déjà une carrière professionnelle autre que, comment dire, professionnelle de la politique. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme institution pour qu'on pluralise nos représentants? Il y a des possibilités, enfin, je crois que c'est possible. Enfin, bref, il y a des champs à inventer, et ça c'est plutôt positif, ça peut être facteur d'espérance. Hein. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez une réaction, sinon j'aurais une question à vous poser. Alors, je me posais la question en entendant Jean-Philippe Piron, finalement, par rapport à la transcendance. On peut parfois avoir l'impression qu'il y a un côté assez désabusé sur la réalité de cette vie. C'est-à-dire, finalement, l'homme est faillible et la seule solution, c'est de lever les yeux. Et on se dit, bon, c'est bien, mais en attendant, on est quand même ici, il faut bien vivre. Et est-ce que, dans cette perspective-là, on peut aussi avoir des solutions, peut-être aussi pragmatiques, aussi concrètes, pour finalement vivre ici-bas, dans ce monde où tout est pourri? Alors, justement, c'est un petit peu la critique qui a été faite des religions, la religion chrétienne en particulier. Hein, si vous prenez Nietzsche ou sa réincarnation, Michel Onfray, c'est un petit peu cet accent qui est mis. Finalement, le chrétien est toujours tourné vers l'au-delà et oublie totalement ce qui est ici, parce que, soi-disant, tout est pourri ici. Et donc, pour Nietzsche, le christianisme était un nihilisme. On niait toute réalité et possibilité même de vivre et de prendre plaisir à cette vie ici et maintenant, voire même, pour certains philosophes athées, la théologie chrétienne empêche de venir et de prendre soin aux autres. Puisque précisément, l'autre, ce n'est pas un problème, de toute façon, ce qu'on attend, c'est la vie d'après. Alors, à mon avis, mauvaise théologie, mais pour passer sur les questions d'interprétation, là, plutôt sur la parole d'espérance. Quelle espérance dans ce monde s'il est pourri? Et si l'homme est corrompu, alors est-ce qu'on a quelque chose à en attendre de cet homme corrompu? Alors là, 2, 3 signes d'espérance aussi. Donc j'ai mentionné cette importance centrale de la personne de Christ, mais aussi, dans la réponse que j'apporterai, la conviction profonde que la corruption ou le malaise ou le décalage entre ce que l'homme pourrait être, son anthropologie elle-même, et ce qu'il est, sa faillibilité, l'homme n'est pas aussi corrompu que ce qu'il pourrait être. Ça, c'est une conviction profonde. Alors, quand on voit certains événements, on se dit quand même, l'homme est bien atteint, mais je ne crois pas que l'homme soit aussi mauvais qu'il pourrait l'être, pour la seule raison que ce Dieu de la théologie chrétienne est toujours à l'œuvre et en action dans ce monde-là, et explique en cela une certaine nature, dimension positive à la vie humaine. Ce qui explique aussi, probablement, que tout n'est pas aussi corrompu que ce que certaines théologies ont voulu le dire, et que même en politique, et donc pour certains de nos contemporains, même en politique, il y a des choses positives à attendre. Merci.
Voilà, on va s'arrêter là, le temps est écoulé, équitable à peu près pour nos deux débatteurs, à une dizaine de secondes près. Donc maintenant, on va se tourner vers vous, le public. Alors, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Je vous demanderai simplement de poser des questions qui soient des vraies questions, c'est-à-dire des questions brèves, et non pas des commentaires ou des avis par rapport à ce qui a été dit. Comme ça permet à un maximum de personnes de participer et de laisser le temps à nos orateurs de répondre. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour démarrer? La première est toujours la plus dure. On peut passer à la deuxième. La voilà. Bonsoir. C'est une question, je pense, pour les deux débatteurs, pour le coup. On a beaucoup parlé du système politique et vous avez mentionné à un moment donné un peu les relations interpersonnelles. Et je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que ma question, c'est un éclairage en fait sur la question de la relation entre individus et notamment la relation de pouvoir et de domination. Et est-ce que ce ne serait pas celle-là qui serait la source du refus à partir du moment où il y a une domination, finalement le dominant est pourri, quoi. Et j'ai juste besoin peut-être d'un éclairage sur cette question de dominant-dominé, s'il vous plaît. Merci. Jean-Philippe Piron, je vous vois hocher la tête. Est-ce que vous voulez répondre en premier? Ce qui est très... Ce qui est en jeu, en fait, c'est derrière elle est énorme, votre question, hein, parce qu'on peut la traiter, effectivement. Moi, je vais faire une réponse du côté du politique, mais on pourrait la traiter du côté du pédagogique, par exemple. Hein, ce qui est en jeu, en fait, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure autour en fait, de la question du politique, c'est comment on décide à plusieurs. Et quand on décide à plusieurs, donc c'est la question du régime de coaction, comme disait Hannah Arendt. Or, dans un régime de coaction, le difficile, c'est précisément à un moment donné de comment faire aux autres des choses qu'ils ne voudraient pas nécessairement faire spontanément. C'est le problème du politique. C'est-à-dire que c'est la question du pouvoir. Et donc, le pouvoir, je ne confonds pas avec la violence ou avec la force. Hein. Mais effectivement, le problème du politique, c'est comment faire à l'autre des choses qu'il ne ferait pas spontanément. Alors on peut manipuler, on peut le séduire, on peut... la question du populisme, c'est ça. Hein, ou bien on peut essayer d'inventer des institutions qui garantissent le fait précisément qu'une forme d'exercice du pouvoir qui ne porte pas atteinte aux droits individuels, même si on peut poser la question de qu'est-ce qui les fonde, ces droits individuels. Et donc je pense qu'il y a une grosse... C'est-à-dire qu'en fait on peut penser, par conséquent, la question du pouvoir autrement que sur le mode justement de la relation de domination. Et c'est tout le problème de la démocratie, de ce point de vue. C'est qu'en permanence, la démocratie, elle lutte sur la tentation permanente, justement, de réinstaller des logiques de pouvoir à l'intérieur même de ce qu'elle est. Claude Faure disait que la démocratie, c'est ce régime politique, en fait, qui sait que son fondement est par définition instable. Donc en permanence, on veut vouloir le stabiliser. Alors aujourd'hui, comment on peut le stabiliser? En faisant appel à l'âme du peuple, hein, si on est populiste ou nationaliste, ou bien ça peut être, on veut la stabiliser en disant on a des autorités expertes. Bon, aujourd'hui, une grosse difficulté, je pense, c'est que la décision politique, elle est souvent, rattrapée par un argument d'autorité, qui est l'argument justement de l'autorité d'expertise. Hein. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est une réponse, disons. Merci, Yannick Imbert. Oui, je rejoins mon collègue sur la complexité à la fois de la question et puis de la réponse. Donc forcément, il n'y aura peut-être pas des réponses complètes ce soir. Alors je l'approche, cette question, non pas directement sous l'angle de la politique, puisque même ayant été quelques mois à Sciences Po Aix, je ne suis pas en sciences politiques premièrement. Par contre, pour la question du pouvoir et de relations interpersonnelles de pouvoir, alors c'est vrai que c'est souvent un lieu commun aujourd'hui de penser toute relation en termes de pouvoir de domination. Alors je ne l'ai pas encore fait dans la salle de cours cette année, mais souvent je le pratique, c'est des exercices pratiques que je donne aux étudiants même s'ils ne le savent pas, je le fais sans le savoir, que finalement cette relation, que ce soit prof-étudiant ou État-peuple ou que sais-je, est toujours une relation de domination.
Il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de l'autre, donc domination nécessaire. Alors, pour traiter de la question, j'ai souvent tendance, alors c'est peut-être une déformation professionnelle, à revenir au modèle de Christ. Ça revient souvent dans mon discours. Et dans ce sens-là, je considère le pouvoir... Alors, le pouvoir a souvent été en théologie considéré comme quelque chose de négatif. Il n'a pas nécessairement à l'être s'il est considéré ou qualifié par deux termes, à mon sens, celui de responsabilité et de service. Alors là, je considère que l'exemple de Christ, s'il est Dieu-homme, comme une partie de la théologie chrétienne l'affirme, alors il est ce Dieu qui est tout-puissant. Donc, question de pouvoir, Christ l'a bien. Et en même temps, ce pouvoir est une question de responsabilité envers Dieu et envers nous, et une question de service. Puisque dans l'Ancien Testament, Christ est par excellence celui qui sert. Hein, autre terme utilisé pour parler de lui dans l'Ancien Testament, le serviteur de Dieu, serviteur souffrant, etc. Donc je qualifierais toute relation de pouvoir comme, normalement, une relation qui tend à être une relation de responsabilité et de service. Je ne sais pas si ça répond non plus trop, mais c'est une tentative de réponse. Une autre question pour nos orateurs? Oui, il y en a une ici. Il faut que j'appuie. C'est bon? Merci. Oui, en fait, je voulais vous demander, bon, je sais pas si, peut-être vous pouvez aussi répondre tous les deux. En fait, on a un peu l'impression, vous disiez qu'il y avait une sorte de progression de la politique vers un plus grand bien de manière générale, ou que c'était en tout cas l'espoir qu'on pouvait avoir. Mais est-ce qu'en fait le problème ne vient pas justement du pouvoir lui-même qui corrompt l'homme? Et dans ce cas-là, est-ce que vraiment l'espérance dans la politique peut avoir une résonance au sens où on constate aujourd'hui que finalement, en politique, les corrompus sont toujours présents et il y a toujours le même nombre de personnes qui sont dominées ou qui souffrent, par exemple, de... Bon, je sais pas, pour revenir sur Thomas Piketty rapidement, qui a montré qu'on se retrouvait finalement dans un état où les riches avaient la même proportion de richesse qu'au XVIIe siècle. Voilà, est-ce que finalement il y a vraiment un espoir dans le politique qui est fondé, ou est-ce que c'est pas justement à l'homme lui-même de créer les moyens de son progrès? Voilà. Yannick Imbert. Je vais commencer alors, je ne sais pas si j'ai sous-entendu que la politique allait toujours vers une progression ou vers un mieux. Alors peut-être qu'il y a eu un problème de compréhension aussi. Quand je dis que la politique évolue, une évolution n'est pas toujours positive. Hein. Donc dans ce sens-là, non, je ne crois pas que la politique va toujours vers un mieux. Je crois que la politique, la société évolue parce que les circonstances historiques et culturelles changent, hein, tout simplement. J'ai l'espoir quand même que même si nous portons tous une certaine corruption, nous fassions preuve aussi de justice autant que faire se peut. Et donc j'ai quand même l'espoir, même avec mes propres critiques personnelles par rapport au système politique, mais l'espoir fondamental que le droit humain et donc la société humaine, donc la politique y est inclus, puisse faire preuve de justice. Donc ça c'est pour le premier aspect de la question. Va-t-elle toujours vers un mieux? Non. Peut-elle aller vers un mieux? En tout cas, je l'espère. On l'espère. Sinon, il n'y a que la révolte et l'exil. Hein. Quant à savoir, deuxième partie de la question, rappelez-moi. D'accord. Alors personnellement, je ne pense pas que ce soit le pouvoir qui en lui-même soit corrompu. Si l'expression classique citée à tort ou à raison, un peu de pouvoir, ou quelle était l'expression technique, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument, quelque chose comme ça, peut-être, certainement. Soit dit en passant, je ne pense pas que ce soit le pouvoir techniquement qui corrompt l'homme, comme s'il y avait quelque chose d'externe qui obligeait l'homme à être corrompu. Je pense que l'homme n'a pas besoin de circonstances extérieures pour montrer qu'il y a quelque chose qui va mal. Hein. Ce serait un petit peu se dédouaner. Et en ce moment-là, ce serait toujours celui qui a le pouvoir qui serait le méchant de l'histoire. Et je ne suis pas convaincu que ce soit vrai. En tout cas, je pense qu'il y a régulièrement des exemples à des degrés différents qui montrent que ce n'est pas nécessairement celui qui fait exercice de pouvoir qui est le méchant de l'histoire. Mais je ne sais pas si ça va assez loin dans la réponse.
mon idée, en tout cas, c'est que les grands progrès de l'humanité, ils sont souvent venus par la révolte finalement de ceux qui n'étaient pas au pouvoir et pas par le pouvoir lui-même. Enfin, Oui, bon, ça demanderait voilà, plus concret. C'est comme ça, j'aurais tendance à dire non, mais par défaut de matériel à ma disposition, j'aurais du mal à répondre là. Du coup, si c'est toujours les plus faibles qui ont contribué à l'avancement positif d'une société ou autre. Qu'est-ce que vous en dites, M. Piron? Moi, ce que j'entends en fait dans votre question, c'est que bon, il faudrait d'abord, il faudrait faire une lecture de ce que c'est que l'histoire. Hein. Bon. Et c'est difficile de faire une lecture de l'histoire sans faire une lecture aussi du mal dont l'histoire est porteuse. Hein. Mais si je laisse ça de côté, j'entendais en fait dans votre question en fait, deux choses. La première, c'est que la politique, ça travaille aussi avec les sentiments et avec les passions, voire aussi avec les pulsions. Et donc, l'animal politique, si j'ose dire, c'est aussi un animal, je pense, qui éprouve de la jouissance. Et je pense qu'il y a de la jouissance à avoir du pouvoir. Pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs. Et je pense que, mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on n'a rien dit. Parce que ça, c'est vrai pour n'importe qui. Pour le père de famille à l'égard de ses enfants, qui peut exercer du pouvoir en donnant la fessée, pour reprendre le débat du jour, ou pas. Hein. Mais si je laisse ça de côté, je me dis, je pense que la question du politique, c'est pas de suivre ses passions, c'est de les surmonter, pour les transformer comment dire, justement dans du projet ou dans du programme. Et c'est ça, je pense que l'art du politique, la question du pouvoir, elle est là aussi. C'est que, bon, je ne suis pas hegelien, mais au fond, quand Hegel disait, finalement, rien de grand monde dans le monde ne s'est fait sans passion, ce qu'il disait, c'est que, effectivement, on peut lire l'histoire politique comme étant l'histoire simplement d'égos surdimensionnés, en fait, qui ont cherché simplement à se satisfaire, mais en même temps, pour pouvoir se satisfaire, elles ont obligé, ces égos, ou ces passions, elles ont besoin de passer par la médiation des institutions. Du pouvoir. C'est-à-dire que par conséquent, le pouvoir pur n'existe pas d'une certaine façon sans sa médiation, même chez les tyrans, d'une certaine façon. Et c'est ça un peu le paradoxe d'histoire, c'est que ce sont aussi les passions, et parfois les plus tragiques, mais il y a aussi des grandes passions, qui font aussi, est-ce qu'il faut dire avancer l'histoire? C'est tout le problème. Je crois on sort aussi d'un siècle, le XXe siècle, où on a cru pouvoir dire, ça y est, voilà quel est le sens de l'histoire définitif. Nous sommes devenus très sceptiques, je crois, à l'égard du politique, parce qu'on a encore la mémoire du XXe siècle, qui était un siècle qui nous promettait des lendemains qui chantent, ou des royaumes, ou des empires pour 1000 ans, ou 10 000 ans, je ne sais plus. Donc, nous sommes devenus assez sceptiques à l'égard du politique. C'est ça qui est le paradoxe. Nous avons désenchanté. Alors, des fois, quand je parle de mes étudiants, peut-être comme un vieillard, sans doute, mais j'ai parfois l'impression que les étudiants sont souvent assez, sceptiques à l'égard du politique, avant même, ils ne croient plus les promesses, parce qu'ils savent que ces promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les croire, comme on dit parfois. Donc c'est compliqué de comment enchanter le rapport à la politique quand, un peu réaliste, on désenchante celui-ci. Bon. Merci. Une autre question ? C'était pour parler par rapport à une image, tout simplement. Si, par exemple, une maison, elle est construite et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va voir le propriétaire. Pourquoi l'homme ne veut pas aller voir le propriétaire quand il s'agit de Dieu? Donc la question est pour M. Piron. Les deux? Je laisse la parole à mon collègue qui est expert du domaine. Non, j'ai essayé de réfléchir. Expert, alors à l'image de Jacques Ellul, l'un de mes maîtres à penser, le règne des experts est plus un problème qu'autre chose, mais je prendrai la casquette puisqu'elle m'est attribuée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller voir Dieu en fait, tout à fait le droit d'aller frapper à la porte de Dieu pour lui demander pourquoi ça ne va pas.
En fait, l'être humain préfère dominer par lui-même alors que c'est même pas lui qui s'est créé. Oui, alors l'être humain, oui, je suis d'accord avec l'affirmation. L'être humain préfère se trouver ses propres réponses au lieu d'aller frapper à la porte de l'architecte. Je saisis mal peut-être le sens de la question alors. Hein. Je comprends un tout petit peu mieux. Enfin, je crois. On pourrait dire alors, si Dieu était réellement ce créateur, ce Dieu que j'ai proposé ou dont j'ai parlé, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas, peut-être si je reformule, est-ce qu'il n'est pas naturel que l'homme puisse se tourner vers Dieu précisément, à mon sens, parce que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, maintenant, il n'est pas naturel de se tourner vers Dieu. Voilà, c'est l'événement dont la Bible parle, hein, cette rupture fondamentale qu'il y a eu entre l'homme et Dieu, qui explique que finalement, ayant eu rupture, l'être humain ne reconnaît pas cette existence de ce Dieu, de cet architecte, de celui qui est le propriétaire de la maison, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qui rejoint le thème de la faillibilité dont on a parlé tout à l'heure, en fait. Hein. Double faillibilité pour moi, le fait que l'homme est séparé de Dieu et le fait que nous sommes êtres humains limités par notre temps, notre espace, qui explique aussi pourquoi nous n'allons pas naturellement vers Dieu. En fait, raison aussi qui explique pourquoi nous avons besoin les uns des autres et que la foi chrétienne est donc une foi en communauté où elle ne peut pas être. Merci Jean-Philippe Pierron. Bon, ce qui est compliqué dans votre question, c'est en fait, est-ce que quand vous dites l'homme, vous dites un individu ou est-ce que vous dites un collectif ou est-ce que vous dites même l'humanité, hein? C'est que on voit très bien que si la question c'est l'individu, je dirais que la réponse, ça peut être une réponse qui relève en fait d'un acte de foi et donc d'une conversion personnelle. Hein. Qu'est-ce que j'assume dans l'idée que je ne me suis pas auto-engendré? Ça peut fonctionner individuellement. Si vous dites collectivement, ça devient un peu plus compliqué parce que tout le monde ne se reconnaît pas d'une confession ou ne se reconnaît pas en fait d'un acte de foi et d'un rapport à une transcendance de type religieuse. Et à ce moment-là, donc les choses se compliquent parce qu'effectivement, il faudrait qu'admettre que tout le monde, enfin dans les sociétés pluralistes, c'est le cas de nos sociétés, et en même temps des sociétés sécularisées, se trouver, comment dire, quelque chose comme un fondement commun qui ne soit pas de l'ordre de la croyance, ou forcer tout le monde à croire. Oui, donc c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a la question effectivement de l'histoire, comment dire, superbe et douloureuse, en fait, de l'humain dans son rapport à la question du divin, hein, et qui est on en a écrit des livres, hein, des bibliothèques. Ça peut s'appeler une Bible, par exemple. Hein. Merci. Alors, je vois que nos deux orateurs, à 7 secondes près, ont le même temps de réponse et on me fait signe que la faculté va bientôt venir fermer les portes. Donc, je vais rendre le micro pour la conclusion. Voilà, merci à chacun merci beaucoup pour votre participation. Merci.